est 23 h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. 200 millions de francs CFA pour booster le secteur industriel. Le lancement officiel du projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire a eu lieu et s'est fait via visioconférence financé par la Banque africaine de développement et le PACI Côte d'Ivoire. Ce projet va durer 2 ans. Si vous êtes parent d'élèves, vous pourrez désormais choisir l'école de vos enfants orientés en classe de 6e via le téléphone, quel que soit le lieu. Il vous suffira d'envoyer par message des lettres à un numéro, le 999. Fini la phase pilote du projet d'affectation en ligne. Le lancement de la campagne nationale a eu lieu ce vendredi au lycée Sainte-Marie de Cocody. L'Union africaine s'est penchée sur la situation au Tchad. Aujourd'hui, les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité doivent se mettre d'accord sur la ligne de conduite à adopter vis-à-vis du régime militaire mis en place après la mort d'Idriss Déby Itno. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Direction l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au ciel le coup de 21 h ce vendredi soir. L'avion en provenance de la France et transportant à son bord le Premier ministre Patrick Achi s'est posé. Le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par les ministres d'État Kandia Camara, Téné Birahima Ouattara, les ministres Amadou Koulibaly, Vagondo Diomondi, Mamadou Touré. Le chef du gouvernement Patrick Achi a passé 5 jours à Paris dans la capitale française pour des raisons médicales. Après un bref entretien avec les membres du gouvernement présents au GATL. Il s'est prononcé au micro de Kolo Koulibaly. Je vous propose de l'écouter. J'ai dû partir en France pour un contrôle médical approfondi de 5 jours. Les choses se sont très bien passées. Je voudrais d'ailleurs à l'occasion remercier les médecins ivoiriens et français qui ont été à mes côtés. Mes premières pensées iront bien sûr pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis à ma disposition tous les moyens techniques et humains pour me permettre d'accomplir ces contrôles dans les meilleures conditions. Je reviens donc en pleine santé pour reprendre le travail. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier son épouse qui, à Paris, a été en permanence à mes côtés. Mes pensées iront également à la population ivoirienne et à tous les amis en Côte d'Ivoire comme à l'étranger qui ont eu pour moi des mots d'attention, pour certains des prières. Je n'ai pas de mots suffisamment forts pour les remercier. Je suis revenu naturellement pour reprendre donc mon travail avec les membres du gouvernement. Nous avons, comme vous le savez, beaucoup de choses à faire dans le programme de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des sujets de l'heure comme l'eau, l'électricité, bien d'autres sujets socio-économiques sur lesquels nous allons nous pencher dans les prochains jours. Pour ma part, il fait toujours bon de revenir au pays. Je sais que beaucoup de choses ont été dites, mais les réseaux sociaux sont devenus ce qu'ils sont, on n'y peut rien, on fait avec. Mais pour moi, je me sens très bien. Voilà, le Premier ministre Patrick Achi qui est donc rentré à Abidjan dans la soirée. 200 millions de francs CFA pour booster le secteur industriel. Le lancement officiel du projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire a eu lieu mardi dernier et s'est fait via visioconférence financé par la Banque africaine de développement et le PACI Côte d'Ivoire. Ce projet va durer 2 ans et il vise à booster la compétitivité du secteur économique ivoirien. Tanguy Tanguy. La Côte d'Ivoire mise sur la compétitivité du secteur industriel pour accélérer la transformation structurelle de son économie. Le lancement du projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire, PASICI, a eu lieu par visioconférence et s'inscrit dans cette dynamique. Doté d'une enveloppe de 200 millions de nos francs, ce projet est le fruit d'un accord de facilité et de don de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. Il s'agit à travers ce don de permettre en fait d'avancer sur différentes études, portant notamment sur l'étude de faisabilité concernant la zone industrielle d'Assouba, dans la région d'Aboisseau, et également de faire les études monographiques de la zone industrielle de San Pedro, et en troisième point, de travailler surtout sur la mise en place d'un fonds de développement industriel. Le projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire, PASICI, va durer 24 mois et vise à booster la compétitivité du secteur industriel.
Et on change de registre, parlons d'hydraulique. Les populations des quartiers Belleville et Plateau de la commune d'Anyama sont confrontées à un manque d'eau. Le précieux liquide est absent de leur robinet depuis plusieurs mois. Un véritable calvaire pour ces populations. Un calvaire qui prendra bientôt fin. C'est la promesse faite par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, aux populations de cette commune au cours d'une visite terrain. Mais avant la matérialisation de cette promesse, dans l'immédiat, des camions-citernes continueront d'alimenter les différents secteurs durant la période des travaux. Patricia Omouitia. Quartier Belleville dans la commune d'Anyama. Ici, les populations sont au quotidien confrontées au manque d'eau potable depuis plusieurs mois. Une situation qui arrange bien les revendeurs d'eau, selon la présidente des femmes du quartier Belleville. Nous achetons l'eau avec les revendeurs. Ils nous donnent 10 bidons à 2000 francs. Ah, c'est pour ceux qui sont dans les maisons basses. À l'étage, c'est 3500 francs, les 10 bidons. Un cri de cœur entendu par le ministre de l'Hydraulique. Il a donc effectué une visite de terrain ici à Agnaman, précisément dans les quartiers de Belleville et Plateau. Selon le ministre de l'Hydraulique, les travaux de renforcement de la production et d'extension de réseau prévus pour résoudre les problèmes d'eau pour les quartiers d'Agnaman, Belleville et Plateau sont en cours. C'est le problème de ressources. Vous voyez, lorsque Belleville est en hauteur par rapport au château d'eau, qui leur envoie de l'eau à partir de Ndotré. Mais lorsque l'eau que vous devez envoyer n'est pas suffisante, il n'y a pas suffisamment de pression. Donc la pression étant faible, l'eau ne monte pas. Ce que nous allons faire rapidement, et j'ai dit que dans un mois nous devons terminer cela, c'est de faire en sorte que d'abord on amène suffisamment d'eau à Ndotré pour que la pression que nous allons mettre dans les conduites soit forte pour que l'eau arrive dans toutes les canalisations. En attendant la fin des travaux, le ministre a instruit le comité de crise afin que chaque jour, les populations soient ravitaillées en eau à partir de camions-citernes. Les populations ont vraiment apprécié cette démarche et ils n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au ministre pour tous ses efforts. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans d'autres communes du district d'Abidjan. Instant bilan dans ce journal. Paul Kofi Kofi, le représentant de la Côte d'Ivoire à l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, a fait le bilan de l'impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur les différentes activités de l'Union. Ces activités ont été éprouvées par la pandémie. Malgré cela, les projets importants ont connu une avancée considérable, d'où la satisfaction du commissaire de l'administration territoriale après 3 ans à la tête de ce département. Sidonie Davila. Dans l'espace UEMOA, 95% du trafic aérien était à l'arrêt au plus fort de la crise du coronavirus, quand le transport routier était réduit de 75%. Il fallait éviter cette hémorragie, sans oublier les phénomènes sociaux comme le chômage, etc., etc. Donc les États ont demandé à ce qu'on intervienne. Nous avons donc procédé à un examen de la situation et aussi à proposer un protocole. C'est ce que les pays aujourd'hui appliquent. Quand vous quittez un pays que vous allez vers un autre, il y a des tests à faire, il y a des comportements à avoir, que ce soit pour le voyageur et pour la compagnie, mais aussi dans les aéroports. Et donc nous avons harmonisé cela et ça a permis la réouverture des frontières. Si la crise sanitaire qui perdure a réussi à freiner le transport et même ralentir les activités de l'organisation dans leur ensemble, elle ne stoppe pas pour autant les projets d'envergure. En termes d'aménagement du territoire, au cours du mois de septembre, le schéma de développement régional, qui est un schéma d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le SDER, a été donc validé, adopté par le Conseil des ministres. Et puis nous avons aujourd'hui des instruments qui ont été élaborés. Nous avons un atlas régional qui est mis à disposition des États. Cet atlas est prêt, il est renouvelé tous les 2 ans. Et nous avons un projet d'importance sur le logement abordable. C'est-à-dire, ce qu'on appelle logement abordable, c'est le logement pour des personnes à revenus modestes, où on a un logement moyen qui est entre 7 et 15 millions. Du côté du trafic de la voie ferrée et de l'autoroute Abidjan-Ouaga, les choses sont au ralenti. L'autoroute Abidjan-Ouaga est aujourd'hui arrivée à Bouaké. Et il reste 2 choses. Il reste le tronçon Bouaké, frontière Burkina. Et puis nous avons du côté donc, du Burkina, du Ouaga,
à la frontière Côte d'Ivoire. Face aux menaces sécuritaires liées aux crimes transfrontaliers, aux attaques terroristes, au trafic illicite de migrants, l'UEMOA mène des actions concertées avec d'autres organisations de la sous-région. La Côte d'Ivoire étant la locomotive de la zone UEMOA, Paul Kofi Kofi invite les opérateurs économiques ivoiriens à ne pas s'enfermer dans leur tour d'ivoire, mais à penser investissement. Malgré les effets néfastes de la crise à coronavirus sur les activités de l'UEMOA, les économies des États membres sont restées résilientes dans l'exécution des projets. La commission de l'administration territoriale, des infrastructures et des transports, dont Paul Kofi Kofi a la charge, elle maintient le cap. Mesdames et messieurs, puis si vous êtes parents d'élèves, vous pourrez désormais choisir l'école de vos enfants orientée en classe de 6e via le téléphone, quel que soit le lieu. Il vous suffira seulement d'envoyer par message SMS les lettres suivantes en majuscule DOB au 999. Fini la phase pilote du projet d'affectation en ligne. Le lancement de la campagne nationale a eu lieu ce vendredi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Jusqu'au 5 juin, les délégations vont aller à la rencontre des communautés éducatives, des directions régionales et départementales pour une sensibilisation sur cette procédure. Choisir l'établissement d'accueil pour les élèves admis en classe de 6e, c'est possible par SMS depuis 2018. La tutelle, soutenue par la Banque mondiale, décide d'améliorer l'outil. Il suffit d'envoyer DOB au 99 91 en suivant les instructions. Après les orientations, les changements d'établissement ou transferts ne seront possibles seulement qu'une année après. Il suffit pour le parent, par son téléphone portable, partout où il se trouve, d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il envoie juste des SMS, au maximum 10, pour 5 minutes, et en 5 minutes, il a fini d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il faut que le parent ait le matricule de son enfant, qu'il sache combien de points son enfant a eu, l'établissement il doit l'envoyer, surtout dans quelle commune, ainsi de suite. Donc c'est des éléments primordiaux pour que le parent puisse affecter efficacement son enfant. Pour l'année scolaire 2021-2022, le choix des affectations se fera en 2 phases. Sur les 3 semaines dédiées au choix des parents, la première journée sera consacrée uniquement aux élèves admis en 6e ayant obtenu 153 points au moins à l'examen du CEPE. Ensuite, viendront ceux ayant obtenu au moins 85 points à l'examen du CEPE. C'est un projet qu'on a mis en place pour permettre aux parents d'affecter eux-mêmes les enfants dans l'établissement de leur choix. Parce qu'il a été constaté, après la publication des résultats de la CNO, qui est la Commission nationale d'orientation, il y a beaucoup de réclamations faites par les parents. Alors pour mettre fin à ces réclamations et permettre à l'entrée de se dérouler à la bonne date, nous avons imaginé ce projet pour que chaque parent soit entièrement responsable du choix de l'établissement qui doit accueillir son enfant. Le défi, c'est de réaliser 100% de taux d'affectation, de sorte qu'aucun élève ne soit en marge de ce processus. Jusqu'au 5 juin, date de clôture de cette période de sensibilisation, des délégations de la DOB rencontreront les communautés éducatives dans les différentes directions régionales. Lancée depuis 2018, l'orientation en ligne a enregistré un taux d'exécution de 85% en 2019 et 90% en 2020. Un reportage de Laure Gorettier de Franck Quadio, direction l'hôtel du district au Plateau, qui a servi de cadre à une rencontre entre des femmes, leaders d'organisations féminines, et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au cours de la réunion de prise de contact, Nestaneva Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a évoqué le concept de femme championne issue des régions de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Patricia Omouetia. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a effectué une rencontre d'échange avec les organisations des femmes pour la promotion du genre. Au cœur des échanges, les enjeux de l'égalité entre l'homme et la femme et la promotion politique et sociale de la femme. Une initiative qui a réjoui les organisations féminines. Nous avons créé un réseau de femmes agricultrices du vivrier. Nous voulons mettre en place un marché de gros autour de toutes ces productions. Une femme, quand elle perd son époux, tout le monde est autour d'elle dans les premiers instants et après elle est laissée pour compte. Et la Fondation travaille principalement sur la question des veuves. Dans cette perspective, la ministre a affiché sa disponibilité à s'investir aux côtés des organisations féminines sur tout ce qui porte à la promotion politique, économique, sociale et culturelle des femmes. Notre partenariat sera de mener ensemble sur le terrain des actions concrètes
concertée et intelligente avec au bout de résultats patents. J'ai à cœur de mener l'autonomisation des femmes et des jeunes filles pour qu'ensemble nous contribuions à éliminer la pauvreté féminine qui est un véritable frein au développement des familles dans notre pays. La ministre Nassénéba Touré se dit déterminée à relever le défi lié à la promotion, à l'autonomisation de la femme et à la protection de l'enfant. Et il ne faut surtout pas baisser la garde, la Covid-19 est toujours présente dans notre pays. Dans un instant, l'évolution de la maladie à ce jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 14 mai 2021 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 1126 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 29 guéris et 1 décès. À la date donc du 14 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 535 cas confirmés, dont 46 6 personnes guéries, 295 décès et 234 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 617 204. Le 13 mai, 6188 personnes ont été vaccinées, soit un total de 301 497 personnes vaccinées contre la maladie. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la maladie, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et une implication plus accrue des élus locaux dans la campagne de vaccination contre la Covid-19. Voici le message que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, est allé traduire à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI. Grâce Cando pour les précisions. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle compte sur les élus locaux pour vulgariser et intensifier la campagne de vaccination contre la Covid-19. Pour Pierre Demba, pour la réalisation de l'objectif de l'immunisation du pays avant la fin de l'année, il faut un total de 6,5 millions de personnes vaccinées. Pour l'heure, moins de 300 000 personnes ont reçu leur dose vaccinale à la date du 13 mai. En intensifiant la campagne de sensibilisation pour amener nos populations à aller vers les centres de vaccination, en organisant au mieux dans la proximité les campagnes de vaccination, en mettant à disposition auprès des zones donc, de rassemblement des populations comme les marchés, dans les lieux religieux, dans les centres sportifs, les centres de vaccination, nous voulons toucher le plus grand nombre. Une vision à laquelle adhère l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, qui compte multiplier ses actions sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui face à une belle opportunité. Le vaccin est là pour renforcer notre système immunitaire. C'est pourquoi nous passerons partout pour faire de la sensibilisation, pour amener tout le corps social à se faire vacciner. Il est important que nous puissions reprendre nos habitudes. Nous avons besoin de revivre ensemble, de retrouver notre joie de vivre. Et pour ce faire, il nous faut faire le vaccin. Abidjan étant l'épicentre de la maladie, 63 sites de vaccination ont été installés. Selon le ministre Pierre Demba, la Côte d'Ivoire a reçu 554 000 doses de vaccins, dont la période de validité s'achève en juin prochain. Le pays fait partie des premiers États africains à en bénéficier. Un compte-rendu de Grâce Cando et parlons de campagne de vaccination contre la Covid-19. Celle-ci se poursuit en Côte d'Ivoire. La ministre des Arts et du Spectacle était récemment à Ara. Arlette Badung-Guessan a invité les populations de la ville à se rendre dans les centres de vaccination. Les précisions de Charles Coléa. À Ara, Arlette Badung-Guessan se met en première ligne de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Selon les recommandations et directives du président de la République, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a visité le centre équipé de la commune pour accueillir les populations. Elle s'est rendue compte du bon déroulement de l'opération tout en réaffirmant la volonté du chef de l'État de voir le maximum de populations vaccinées. Le gouvernement a décidé de faire profiter de ce vaccin à toute la population de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ara a sa dotation. Ce que je suis venu vous dire, c'est de profiter de cette dotation du gouvernement pour vous protéger vos enfants. Surtout
pour les personnes du troisième âge, parce que c'est les plus vulnérables. Il y a beaucoup de rumeurs qui se disent sur les vaccins. Il n'en est rien. Augustin Dago, directeur départemental de la santé, a montré la nécessité pour tous de se faire vacciner. Il a fait l'état des lieux des actions de lutte contre la pandémie dans le département d'Ara. Le préfet Djezou Konan a quant à lui appelé ses administrés à affluer vers les centres de vaccination. Et d'une maladie à une autre, le pont est vite établi. Parlons à présent de l'évaluation du plan de riposte de l'État de Côte d'Ivoire face à la maladie Ebola. Une mission de l'Organisation ouest africaine de la santé en Côte d'Ivoire séjourne dans le pays du 26 au 30 de ce mois. Objectif est bien faire le suivi des recommandations et le bilan du plan de riposte sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire, pays frontalier de la Guinée, face à la maladie à virus Ebola et la pandémie de Covid-19. Au vu de cette mission technique, l'OAS promet de soutenir le gouvernement au travers du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en préparant le renforcement des actions de lutte contre Ebola. Jean-Marc Tchaji. Les membres de la délégation de l'Organisation ouest africaine de la santé, OAS, échangent avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur le rapport de leur mission technique en Côte d'Ivoire. Ils révèlent des points positifs dans le plan de riposte sanitaire du gouvernement contre la maladie à virus Ebola et même de la Covid-19, notamment en termes de préparation, de réactivation de la riposte et du plan de communication. La mission technique de l'OAS retient des leçons apprises de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de toutes les dispositions qui ont été prises par le pays, bien qu'il reste encore des points à améliorer. Nous avons des leçons apprises, à savoir que le pays a déjà eu à expérimenter Ebola en 2015 et cela a donné beaucoup de force aujourd'hui au système de santé ivoirien. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique prend acte du rapport et se dit prêt à renforcer ses actions de lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette mission nous a permis de voir les forces et les faiblesses de notre riposte et sur les points sur lesquels nous devons travailler pour améliorer cette riposte. Nous avons en Côte d'Ivoire un dispositif qui est relativement clair et fonctionnel au niveau des frontières, notamment les frontières de l'Ouest où sévit la maladie à virus Ebola. La Côte d'Ivoire est l'une des étapes de la mission d'appui technique de l'OAS dans les pays frontaliers de la Guinée, pays le plus touché par l'épidémie du virus à Ebola. L'objectif de l'Organisation ouest africaine de la santé est d'offrir le niveau le plus élevé en matière de prestation de soins de santé aux populations de la sous-région. Pendant une semaine, les étudiants en année de thèse vont soutenir leurs travaux de recherche devant un jury. Il s'agit de futurs médecins généralistes inscrits en unité de formation de recherche UFR des sciences médicales de l'université de Cocody. Cette première session de soutenance débutée le 14 mois dernier prendra fin le 21 mai de cette année. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a pris part à la cérémonie d'ouverture de cette session. Didier Nguessan. 141 impétrants de la faculté des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny soutiennent leur thèse. Une première session de soutenance rendue possible grâce à la commission de thèse composée de 18 enseignants-chercheurs de rang A qui ont mis en pratique plusieurs réformes. Le premier défi étant d'améliorer la qualité des thèses d'exercice produites, répondre à l'épineux problème qui se posait au décanat, à savoir la massification des étudiants inscrits en instance de thèse. Avec une grille d'évaluation rigoureuse, l'UFR des sciences médicales veut mettre à la disposition des Ivoiriens des médecins de qualité, de quoi satisfaire le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui en charge de la santé. Cette stratégie de soutenance massive participe effectivement à cette continuité pédagogique. Et ensuite, cette activité elle est importante car elle permettra de mettre sur le marché des médecins de qualité, cela pour le bien-être des populations de la Côte d'Ivoire. C'est plus de 883 milliards d'investissements qui sont en cours. Et la première phase nous permettra de mettre à disposition dans les prochains jours des CHU à Bobo, à Korogo, à Boisseau, à Yamsokro, à Zopé, et j'en passe, illustrant cette volonté d'améliorer les conditions de travail
du personnel médical, des cadres de haut niveau, en quantité et en qualité, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé dans le système de santé de notre pays. Avec la réforme LMD, la durée des études à la faculté de médecine est passée de 8 à 7 ans. Cependant, l'UFR ne forme que des médecins généralistes. Des familles qui se cherchent un abri ou qui dorment désormais dans les décombres de ce qui reste de leur maison après le passage des flammes. C'est la triste conséquence de l'incendie qui a eu lieu au quartier Sikoji Saint-André à Yopougon. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, accompagnée du maire de la commune de Yopougon, Kafana Koné, a effectué ce vendredi une visite de terrain sur les lieux du sinistre. Objectif, faire le constat des dégâts et apporter le réconfort du gouvernement aux 6 familles victimes. Miss Belmont Dogo, au nom du président de la République Alassane Ouattara, a promis répondre aux doléances des sinistrés dans les plus brefs délais. Jean-Marc Djadji. Yopougon Sikoji Saint-André. C'est dans un quartier encore sous le choc que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, arrive sur les lieux de l'incendie qui a ravagé le dit quartier. Accompagnée du maire Kafana Koné, elle découvre les décombres des 6 habitations et des dizaines de commerces détruits par ce sinistre. Les victimes, au cours des échanges avec les autorités, ont fait part de leurs doléances et sortent satisfaits de la rencontre. Ça nous fait plaisir que nous soyons assistés. Ça nous réconforte un peu. Nous souhaitons la réhabilitation des bâtiments. Parce que vous voyez, tel que ça y est, il y a certains qui sont obligés de dormir à l'intérieur puisqu'ils n'ont plus d'autres endroits pour dormir. Nous croyons que cela va continuer ainsi et que les propos qu'ils ont tenus devant nous ce matin seront tenus. Nous avons foi parce qu'on les a vus ce matin. D'abord, c'est de pouvoir établir les listes des différentes familles qui sont sinistrées et faire un regroupement de personnes pour qu'on puisse se retrouver en temps utile pour débattre des questions qui nous concernent, concernant le sinistre, et puis voir de façon collégiale les doléances que nous pouvons porter au gouvernement. La ministre Belmont Dogo a apporté au nom du gouvernement sa compassion aux 6 familles sinistrées et a promis répondre à leurs préoccupations. Nous sommes venus vous dire Yako, mais dire aussi merci à la mairie de Yopougon qui, dès les premières heures de cet incendie, était à vos côtés. Vous avez fait des doléances, nous avons entendu vos doléances. Dès la semaine prochaine, nous reviendrons ici, sur cette même place, avec le ministre Kafana, maire de Yopougon, pour vous apporter le soutien matériel du gouvernement. Les victimes ont reçu un apport financier du premier magistrat de la commune, Kafana Koné. Pour rappel, l'incendie qui s'est déclaré dans ce quartier le jour de la fête de Ramadan a fait d'énormes dégâts matériels et aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Dans l'actualité, sachez également que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni a officiellement présenté sa lettre de créance à la reine Elisabeth II. L'ambassadeur a eu un entretien avec la souveraine britannique au cours duquel ils se sont félicités de la riche relation d'amitié et de coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni depuis le 12 octobre 1961, date d'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette cérémonie s'est déroulée par vidéoconférence à cause de la pandémie de Covid-19. Le reportage d'Ahmed Traoré, Didier Nguessan. Arrivé à Londres le 6 août 2020 pour y prendre ses fonctions, l'ambassadeur Amani Sarah a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Cette cérémonie solennelle qui marquait le début de la reprise des activités officielles de la reine après les obsèques de son illustre époux, son Altesse royale, le prince Philippe Mountbatten, s'est tenue au château de Buckingham Palace et s'est déroulée par visioconférence en raison du contexte de la crise sanitaire de la Covid-19. À l'issue du cérémonial de présentation des lettres de créance, l'ambassadeur a eu un entretien avec la souveraine britannique au cours duquel elles se sont félicitées de la riche relation d'amitié et de coopération qui lie le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire depuis le 12 octobre 1961, date d'établissement des relations diplomatiques. L'ambassadeur a informé la reine de l'évolution de la situation politique, économique et sociale en Côte d'Ivoire, marquée par le retour à la paix sociale avec la participation de l'ensemble des partis politiques significatifs aux dernières élections législatives.
Au regard des riches potentialités dont regorgent les deux pays, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts réciproques afin de renforcer les relations dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, éducatifs et culturels. Un récit signé Didier Nguessan. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez que l'Union africaine s'est penchée sur la situation au Tchad, reportée à plusieurs reprises depuis le début de la semaine. La réunion a bien eu lieu ce 14 mai dans la matinée. Les 15 pays du Conseil de paix et de sécurité doivent se mettre d'accord sur la ligne de conduite à adopter vis-à-vis du régime militaire mis en place après la mort d'Idriss Déby Itno. Il y a d'un côté les tenants d'un accompagnement de la transition moyennant quelques conditions comme l'engagement ferme des militaires et qu'ils cèdent bien sûr le pouvoir au bout de 18 mois. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent une application stricte du principe sacré de l'Union africaine qui veut qu'en cas de coup d'État, un pays soit suspendu automatiquement. La question n'a pas encore pu être tranchée. Ce qu'il faut également savoir, juste avant de refermer les pages de cette édition, oui, le Premier ministre Patrick Haché est rentré à Abidjan dans la soirée ce vendredi. Il a été accueilli par les ministres d'État Kandia Camara, Téné Birahima Ouattara, les ministres Amadou Koulibaly, Vagondo Diomondi, Mamadou Touré. Le chef du gouvernement Patrick Haché a passé 5 jours à Paris, la capitale française, pour des raisons médicales. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le journal de 13h. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.